Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Batimat 2015. Le Mondial du bâtiment vient d'ouvrir ses portes et nous attaquons une série de conférences, petites tables rondes. Et tous les matins à 10 heures à peu près, nous aurons une conférence qui s'intéressera au BIM, à la maquette numérique. Aujourd'hui, nous allons parler BIM et performance environnementale. Avec nous, Clément Mabir, vous êtes directeur d'Astus Construction. Monsieur Christian Herreria, vous êtes président de la commission marché à la FIB. Et monsieur Antoine Morisetti, vous êtes de BIM manager de l'atelier BLM. Vous êtes aussi architecte. Alors, avec vous, on va se poser une seule question, en fait, qu'on va développer. C'est en quoi le BIM peut-il vraiment avoir une influence sur la performance environnementale des bâtiments? Mais avant, à chacun d'entre vous, je vais vous demander de présenter rapidement vos activités. Clément Mabir, directeur d'Astus Construction. Astus Construction, c'est quoi? Astus Construction est une association, une plateforme d'accompagnement à l'innovation pour l'ensemble des acteurs de la construction. On fait partie d'un réseau de 10 plateformes rattachées au plan bâtiment durable et nous accompagnons les acteurs de la construction autour de 2 thématiques, l'innovation technologique, les nouveaux matériaux, les nouveaux systèmes constructifs et les nouvelles pratiques numériques et collaboratives. Et à travers cet axe, on décline différentes activités, des activités de formation au niveau pour produire, apprendre à appréhender le BIM et apprendre à produire des maquettes, des activités d'accompagnement de projets, des activités stratégiques aussi pour accompagner les acteurs dans la transition numérique, et puis une grosse activité de communication, d'évangélisation autour de ces nouvelles pratiques numériques, et l'idée étant de valoriser le business qui est en train de se faire. De se créer autour de la maquette numérique et de la numérisation du bâtiment. Monsieur Herreria, président de la commission marché bâtiment à la FIB. La FIB, qu'est-ce que c'est? La FIB rassemble l'ensemble des industriels qui produisent des produits en béton. C'est environ 600 sites de production en France, associés à un centre technique qui s'appelle le CERIB, qui est notre centre de recherche. Et dans cette commission marché bâtiment que j'anime, je suis en particulier chargé du BIM. Alors, à vous, monsieur Morisetti, vous êtes architecte, mais vous êtes BIM manager, c'est un nouveau métier apparemment. Exactement. Alors, c'est un métier que j'exerce depuis peu. Moi, je travaille pour l'atelier BLM qui fait quasi exclusivement du logement depuis plus de 20 ans. Et j'ai découvert le BIM il y a à peu près 8 ans, d'un point de vue purement 3D, purement un outil de conception d'architecte. Et depuis 2 ans, je me suis presque exclusivement tourné vers le BIM, et donc je ne fais plus que du BIM management pour l'instant dans cette agence d'à peu près 30 personnes. Voilà. Alors merci, alors on ne parlera pas métier aujourd'hui, on va parler environnement, et donc à vous Clément, en quoi le BIM peut avoir une influence sur la qualité environnementale d'un bâtiment? Alors la qualité environnementale, c'est quand même un vaste sujet parce qu'on parle de performance énergétique, on parle de qualité sanitaire, on parle d'empreinte carbone des matériaux, et donc la première chose, c'est qu'un bâtiment s'intègre dans son environnement, et un bâtiment bas carbone, c'est déjà un bâtiment qui est bien intégré, qui est bien connecté au service du territoire. Et cette connexion au service du territoire, elle peut se simuler, elle peut s'anticiper, elle peut se modéliser pour bien faire en sorte que l'empreinte carbone des utilisateurs de ce bâtiment soit la plus faible possible. Et puis ensuite, dans les différentes phases du bâtiment, on va pouvoir, à travers les outils numériques, anticiper, optimiser la performance environnementale du bâtiment dès la phase de programmation. La phase de programmation, c'est la rédaction des fonctions de cet écosystème qu'est le bâtiment, et ces fonctions, on peut y définir une performance environnementale, une qualité d'usage pour l'utilisateur du bâtiment. En phase de conception, on va simuler, aujourd'hui on dispose d'outils logiciels qui sont capables d'analyser l'impact environnemental du bâtiment, la qualité intrinsèque, la qualité environnementale de chaque matériau qui va être utilisé. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des choix, c'est ça? Faire des arbitrages? Ou est-ce que simplement, en fonction des décisions que j'ai prises par rapport à tel type de matériaux ou d'énergie, je saurai comment mon bâtiment sera vertueux? Il y a 2 options en réalité. Je pense que le premier choix qui peut être fait, c'est effectivement d'analyser les différentes options
les différents scénarios techniques et choisir le scénario qui garantit la meilleure performance environnementale de ce bâtiment. Et donc, on a la possibilité d'analyser chaque choix constructif, le choix des matériaux, le choix des équipements aussi, aujourd'hui, qui sont installés dans un bâtiment. Et puis, on est capable d'analyser, de garantir la performance globale de ce bâtiment pour ensuite apporter au maître d'ouvrage la certitude que son bâtiment va pouvoir répondre aux objectifs qu'il s'est fixés. Cette garantie, aujourd'hui, on ne peut pas l'apporter déjà ? La garantie, aujourd'hui, c'est essentiellement une obligation de moyens, en fait. Donc la garantie arrive à travers cette obligation de moyens. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers une obligation de résultat. Il faut qu'on soit capable de prouver aux maîtres d'ouvrage, de prouver aussi aux organismes certificateurs les chiffres de façon très concrète, les chiffres de cette performance environnementale. Et aujourd'hui, les outils de simulation sont tout à fait adaptés pour analyser brique par brique le bâtiment et donc avoir une approche à la fois en détail de la performance environnementale, la performance intrinsèque des matériaux et par intégration, on est capable effectivement de garantir la performance globale du bâtiment. Alors, je vais me tourner vers Monsieur Herreria. Vous vous intéressez au FDES. Et du coup, moi, je me dis, les FDES, c'est déjà quelque chose qui me donne une information. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller au BIM pour avoir cette information sur le matériau dont parlait Monsieur Clément Mabir ? Pour reprendre votre question, effectivement, aujourd'hui, ça existe. On cherche à mesurer l'impact environnemental du bâtiment. Il existe aussi des FDES, il y en a 1300 environ qui sont dans la base Ignes, sauf que c'est dans une base Ignes que les plans que nous avons, la vue 3D que nous avons, ne portent pas forcément la bonne indication. Il faut que quelqu'un aille faire la relation entre le produit qui est sur ce plan par rapport à la base. Ce qui va se passer au niveau du BIM, c'est que le BIM, c'est certes un 3D, mais c'est aussi des objets qui ont de leurs propriétés, qui ont leurs caractéristiques, leurs attributs, qui ont des données, comme par exemple la FDES. Et donc, si effectivement, dans la phase de conception en particulier, on a bien composé cette maquette, on va être capable de relier à la fois cette FDES qui existe à l'objet dans la maquette, et derrière de pouvoir faire à la fois des évaluations, des simulations, des optimisations. Donc dans ce cas-là, le BIM est la maquette numérique qui est un facilitateur, c'est ça ? C'est un outil. Le BIM, c'est un outil qui est très puissant. Il a aussi des contraintes puisque ces bases de données, il faut qu'elles existent, qu'elles soient validées, qu'elles soient maniées correctement. Donc il y a quand même des nouvelles façons de travailler. Mais effectivement, c'est un outil qui permettra d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, de pouvoir faire des simulations. En bâtiment aujourd'hui, une simulation, on a fait un bâtiment, on le mesure, point. On n'en fait pas 2, on n'en fait pas 3, on n'en fait pas 4. Et des simulations aussi multicritères, parce que ce n'est pas uniquement l'environnement, le CO2 qui serait le seul critère. Oui, il y a d'autres critères, il y a l'aspect de recyclabilité. Il y a l'économie, la partie sociale, il y a plein de la santé, et plein d'éléments qui sera à mesurer, à simuler et à optimiser. Mais concrètement, comment je vais voir, alors c'est peut-être à vous que je vais m'adresser, Monsieur Morisetti, comment je vais voir, moi, maître d'ouvrage, qui ne suis pas forcément un spécialiste, mais j'ai une décision à prendre, comment je vais savoir que mon bâtiment est vraiment environnemental et qui répond en tout cas aux critères que j'ai donnés dans le cahier des charges, et puis savoir si finalement, avec ce que j'ai l'habitude de faire aujourd'hui, je n'ai pas déjà l'information et comment cette information va être de meilleure qualité. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a l'information. C'était une bonne question parce qu'aujourd'hui, sans BIM, on peut faire un bâtiment environnemental sans aucun problème. Ce que le BIM amène et ce qui est complètement, à mon avis, révolutionnaire, c'est la centralisation de l'information. Quand on parle de maquette numérique, les gens ont du mal à s'imaginer ce que c'est, mais c'est bien cette notion de centralisation de l'information et de réorganisation de la structure d'un dossier relatif à un projet, en fait, à un bâtiment. Et le BIM est complètement intégré dans une démarche de simplification de l'information et de l'échange d'informations entre acteurs. Et c'est en ça que c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que vous avez parlé tout à l'heure de phase de conception, et effectivement, dès la phase de conception, on va avoir une maquette,
qu'on va pouvoir simuler et on va pouvoir faire des simulations thermodynamiques dès la phase d'esquisse. C'est-à-dire qu'en amont d'une validation de projet ou d'un choix de matériaux, d'un choix de solutions thermiques, etc., on a une information qui est centralisée et diffusée à toute l'équipe. Donc c'est ça le grand intérêt du BIM, c'est la centralisation et l'échange entre les acteurs. Et cette centralisation va me donner davantage de qualité environnementale, c'est ça? Peut-être que le lien, comment ce lien entre qualité environnementale et outils peut-il être fait? Comment cet outil peut améliorer la qualité environnementale de mon bâtiment? C'est indirect, c'est-à-dire que en ayant une meilleure organisation et une meilleure façon de projeter le programme architectural, vous obtenez une meilleure qualité environnementale en réduisant, disons, en améliorant les modes d'échange, en fait, simplement. Aujourd'hui, c'est à mon avis ce qui plonge dans les technologies traditionnelles de dessin, de CAO, etc., d'échange. C'est la perte d'informations et de mauvais échanges. Aujourd'hui, le BIM va vous amener une meilleure façon de travailler. Et c'est en ça, indirectement, que vous allez avoir une meilleure qualité environnementale parce que vous pourrez mieux maîtriser l'information et cette diffusion d'informations et ces échanges. Merci. Donc Clément, vous vouliez réagir par rapport à ça? Oui, parce qu'on parlait effectivement de l'amélioration de la qualité environnementale dès la phase d'esquisse. Moi, je dis que ça vient même encore plus tôt, puisque dès la phase de programmation, en fait, tout à l'heure, je parlais des fonctions et des services qu'on doit retrouver dans un programme technique détaillé. Et en fait, ces fonctions et ces services, on peut les modéliser. Et c'est-à-dire qu'on va définir un environnement numérique dans lequel les concepteurs vont venir travailler, vont venir concevoir le bâtiment. Et cet environnement numérique, on peut lui mettre des paramètres environnementaux. Et ces paramètres environnementaux, ils sont définis dans le programme des techniques détaillées. Donc, si je mets mon curseur dans mon programme, si je mets mon curseur performance environnementale à 10, je vais obliger les concepteurs à travailler dans ce cadre prédéfini. Et si je mets mon curseur sur la performance autour des questions de qualité de l'air, de l'eau, autour de la qualité des matériaux, je peux en fait définir cet environnement et obliger les concepteurs à travailler dans cet environnement. Et en les obligeant en fait à travailler dans cet environnement, on les oblige à innover un petit peu aussi. On les oblige on les pousse dans leur retranchement pour aller chercher les meilleures solutions techniques, pour dessiner les meilleures solutions techniques. Et on s'assure que toutes ces solutions techniques vont respecter le cadre environnemental qui a été posé, qui peut prendre la forme d'une macro base de données en réalité. D'accord, donc le cadre environnemental, en fait, on va le définir dès le début du projet. Et on le connaîtra dès le début du projet. Monsieur Herria. Oui, effectivement, le projet doit définir des critères. Il n'y a pas que uniquement l'environnemental, il y a aussi, je disais tout à l'heure, il y a le prix, il y a le délai, il y a les nuisances en cours de chantier, l'exploitation, la maintenance. Il y a plein d'éléments et c'est effectivement la maîtrise d'ouvrage va devoir définir ses critères, ses poids des critères. Et là-dedans, effectivement, on pourra jouer au niveau de la maquette, on pourra simuler. Juste un élément, à ce niveau-là, on va manier des données, des produits, des systèmes. Et il s'agit que ces produits systèmes soient le plus génériques possible et soient aussi caractérisés. Et donc là, c'est un enjeu particulier, c'est ces objets, quelles sont ces bases de données génériques de ces produits. Certes, il y a des catalogues des industriels, mais aussi des bases génériques au niveau du projet, de l'esquisse ou même des phases APD et autres. Il faut avoir des phases génériques. C'est sur ce point que travaille la FIB et le CERIM. L'idée, c'est d'avoir des produits génériques qu'on va venir assembler les uns aux autres, voilà, c'est ça? des produits et systèmes, de connaître... alors, je sais qu'il y a débat sur le sujet. Hein. Effectivement, c'est un petit peu... c'est nouveau, c'est compliqué. Si je prends un mur composite, si je prends un bloc béton, isolation par intérieur ou extérieur, un enduit, il y a trois couches, chacun a ses caractéristiques et pourtant je vais parler du mur pour l'isolation thermique, pour l'isolation acoustique, pour sa résistance mécanique. Donc effectivement, le système, c'est un élément qui va arriver, il faut le manier, c'est nouveau, il va falloir qu'on y travaille. Donc c'est de l'assemblage en fait. Un assemblage, et sous quelles règles, ceci est à définir. On travaille au niveau du PTNB, du plan... PTNB, définissez pour ceux qui ne connaissent pas. Du plan de transition numérique du bâtiment, justement pour définir ces façons de faire, ces bases de données, ces règles de vie au niveau de tous ces acteurs.
Est-ce qu'à ce niveau-là, on s'intéresse, alors j'imagine que oui, mais c'est une question un peu idiote, mais à la performance environnementale du bâtiment, est-ce qu'on a une commission particulière sur ce sujet ou pas du tout? Ou est-ce que ça c'est englobé dans le reste? Il n'y a pas une commission particulière, il y a des actions j'ai rendez-vous tout à l'heure avec le CSTV pour parler d'une action particulière, de comment leur logiciel, par exemple Evelody, peut récupérer les données automatiquement de la maquette. Donc il y a des travaux à faire, il y aura des commissions, il y aura plutôt des travaux, il y aura des groupes de travail autour de ce sujet-là, sûr. Alors, Monsieur Morisetti, vous avez une expérience, on va dire, hein, au sein d'un cabinet d'architectes. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous travaillez depuis un moment sur le sujet. Vous avez travaillé, alors vous êtes encore jeune apparemment, mais vous avez dû travailler avant le BIM et maintenant avec le BIM. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement, éventuellement exemple à la pluie, si vraiment vous avez pu, dans votre pratique de tous les jours, améliorer la qualité ou en tout cas être sûr que la qualité environnementale du bâtiment a été améliorée grâce au BIM? Alors, oui, juste avant de développer, je voudrais revenir sur la simulation et sur l'assemblage pour bien comprendre ce que c'est qu'une maquette numérique. Vous parliez de virtualisation d'un environnement. Pour comprendre la CAO et la révolution CAO-BIM, avant on dessinait sur une planche à dessin, purement et simplement, voire en 3D avec des outils de BIM, mais toujours traditionnellement, c'est-à-dire en CAO. Vous dessinez des objets, vous dessinez des plans avec un mur composé de 3 lignes, l'isolation, un élément, les éléments de cuisine, c'est des composants de famille, etc. Aujourd'hui, le BIM fonctionne plus du tout comme ça. C'est-à-dire qu'on construit une maquette comme si on la construisait dans un environnement virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BIM qui va même tendre à s'appeler VDC, pour virtualisation, design et construction, on virtualise un élément dans un bâtiment réel. Et l'environnement numérique de la maquette, c'est un environnement qui est réel d'un point de vue physique, structurel, acoustique, thermique, etc. C'est pour ça qu'on peut faire des simulations au sein d'une maquette numérique. Donc l'avantage de la CAO et le passage de la CAO au BIM, il est complètement évident. On gagne dans un domaine ingénierie. On gagne dans une espèce de mélange de compétences. C'est-à-dire qu'au sein d'une maquette numérique, vous allez pouvoir analyser des choses d'architecture, des choses qui touchent à l'économie, à la structure, à l'acoustique, à la thermique, etc. Et en travaillant sur la même maquette avec des acteurs différents, vous mélangez les compétences et vous augmentez le niveau global des acteurs du bâtiment qui travaillent sur la même maquette. Et je dirais que dans un premier temps, c'est ce qui m'a intéressé dans le BIM, c'est de pouvoir travailler directement avec de l'ingénierie, avec des maîtres, avec des économistes, etc., autour de la même plateforme de travail. Parce que c'est quand même... On a un outil commun, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de ressaisir. Enfin, il y a tout cet aspect-là. La ressaisie est très intéressante. Voilà. Ouais. La notion de ressaisie est très intéressante. Parce qu'effectivement, initialement, on travaillait sur des envois de plans papier qu'on envoyait aux différents acteurs, qu'on envoyait à des certificateurs environnementaux, à un bureau d'études thermiques, etc. Aujourd'hui, ces échanges ont tendance à se dématérialiser et à se virtualiser au sein d'une maquette numérique. Et tout se fait de façon dématérialisée sur une seule et même plateforme. Sur le même document. Exactement. Ça va aussi décloisonner les métiers et enrichir les métiers, monter en compétence les équipes. Donc globalement, il y a la qualité environnementale, ce sera une conséquence on ira la chercher, mais il y aura une conséquence de cette montée en compétence de qualité. Clément ? Quand on parle justement d'évolution des métiers, moi, je regarde certaines fonctions qui sont en train ou certaines missions qui sont en train d'évoluer, et je regarde aussi finalement comment le BIM va s'appliquer. On parlait tout à l'heure de cas très pratiques. Finalement, quand on améliore par exemple la logistique sur un chantier, l'approvisionnement en matériaux, livrer la juste quantité de matériaux en fonction du besoin presque quotidien. Moi, j'ai vu sur la Tour City à Lyon, par exemple, des camions qui livraient tous les jours vraiment la quantité de matériaux qui allait être utilisée. Ça veut dire que les matériaux, ils ne se dégradent plus parce qu'ils restent sous la pluie. Ça veut dire aussi qu'il y a moins de gaspillage. Tout le monde est obligé de travailler avec la quantité qui est livrée. Ça veut dire aussi qu'on optimise les transports. Une étude avait été faite à Grenoble sur le projet Giant, très gros projet de réhabilitation de quartier, où en fait il s'était aperçu que globalement un camion apportait tous les jours une palette sur le chantier. Et ben, quand on optimise aussi la logistique grâce à la maquette, puisque quand on parle de maquette, on parle aussi de suivi temps réel du projet, on approvisionne en permanence le chantier avec la juste quantité de matériaux. Donc ça, c'est un élément pour moi qui est extrêmement important et qui doit permettre d'améliorer la performance environnementale globale du projet. La deuxième chose, c'est aussi
d'être capable d'analyser le lien entre un projet de construction et les savoir-faire d'un territoire. Et quand on construit en fonction des capacités industrielles d'un territoire, on met sans doute moins de camions sur la route, on conçoit avec des industriels et des professionnels qui ont des savoir-faire, donc on les valorise et sur le plan économique et social, c'est plutôt positif, mais on s'approvisionne à proximité et on va travailler avec des matériaux plus locaux, même parfois on va directement réutiliser les matériaux qui sont sur le chantier, parfois les matériaux de déconstruction, voilà, et cette capacité en fait à réemployer les matériaux de déconstruction, ça passe aussi par de la simulation, ça passe aussi par de l'analyse, puisqu'on intègre les spécificités techniques de chaque brique élémentaire et on les réinjecte finalement dans le modèle et on analyse la capacité à les utiliser. 30 secondes, parce qu'après, je voudrais qu'on revienne au retour d'expérience. Oui, tu as cité effectivement aussi, il y a les industriels, mais aussi les entreprises, le savoir-faire local des entreprises, leur technologie, leurs méthodes permettent aussi d'optimiser ce projet associé à l'industriel et la logistique. Hein. Et donc aussi les entreprises font partie aussi de la phase de réalisation et peuvent apporter leur contribution autour de la maquette. Alors sur le retour d'expérience, vous avez travaillé sur différents projets avant et après. Est-ce que réellement vous avez constaté une montée en qualité sans langue de bois? Honnêtement, non. Et quelles sont les difficultés en plus? Non, quand je parle de manière indirecte d'améliorer la qualité environnementale, c'est quelque chose auquel je crois. C'est-à-dire qu'on n'était pas moins environnementaux avant. Par exemple, dans le logement, la qualité environnementale, elle est presque induite. C'est-à-dire qu'on a effectivement une exigence de résultats, de moyens, mais tout ce qu'on fait est environnemental aujourd'hui. L'intérêt du BIM, c'est vraiment d'améliorer simplement le flux d'informations. Pour moi, vous parlez tout à l'heure de logistique, c'est quelque chose qu'on pouvait aussi avoir avant avec des méthodes traditionnelles. Effectivement, la maquette numérique permet d'améliorer un petit peu ce flux d'informations continu autour d'un chantier. On va parler de 4D, on va parler de 5D, 6D, etc. pour prolonger la 3D pure du dessin. Mais très concrètement, l'amélioration, elle vient de la compétence humaine et de la façon dont on gère un projet, de la phase d'esquisse à la conception. Pour moi, d'un point de vue architecte, c'est ça. C'est surtout améliorer l'information. En fait, on améliore l'information, on améliore le travail collaboratif, c'est ça? Et aussi les compétences de chacun. Forcément, vous allez travailler avec un bureau environnemental, vous allez échanger au sein d'une même maquette. Le bureau environnemental va vous demander d'effectuer des changements sur votre maquette en direct. Vous allez resimuler une STD, une simulation thermodynamique ou des scénarios à propos de votre maquette, et vous allez pouvoir analyser les résultats que vous a demandé de changer le bureau environnemental, et vous allez faire des progrès aussi vous-même sur les compétences en termes d'environnement dans le bâtiment. Voilà. Alors, on arrive au terme de cette petite table ronde. Je vais vous demander à chacun, c'est le jeu, c'est rapide, et je vais vous demander à chacun une conclusion. Monsieur Herreria, allez-y s'il y a des choses qu'on n'a pas encore dites et que vous aimeriez, sur lesquelles vous aimeriez appuyer. On a dit beaucoup de choses. Peut-être appuyer sur le fait que la performance environnementale était un des critères, un élément, c'est l'objet de la table ronde ici. C'est un des objets et il s'agira de définir très précisément les critères que va obtenir chaque projet. Oui, parce qu'on ne s'est pas encore posé la question, mais on n'aura pas le temps d'y répondre, je vous le dis tout de suite. C'est qu'est-ce que la performance environnementale d'un bâtiment, hein? Oui, voilà. Il faut peut-être la définir avant, je ne sais pas si elle est définie quelque part. Alors, est-ce qu'il y a ça, aussi le bâtiment durable? Bon, il y a plein de notions. Si on dit performance environnementale, il y a des critères. Si on dit bâtiment durable, c'est un peu plus large. Donc il s'agira de bien que le programme soit bien défini, qu'on définisse correctement les critères et ensuite que les équipes de maîtrise d'œuvre et de réalisation et voire d'exploitation travaillent sur le projet. Et effectivement, je pense que c'est une belle évolution, une belle révolution devant nous. Clément, Mabir, une petite conclusion, s'il vous plaît. Ouais, je crois que justement, c'est l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas se perdre quand on parle de BIM. Quand on parle de BIM, on parle avant tout d'enjeux dans le bâtiment. Et l'enjeu dans le bâtiment, ce n'est pas la digitalisation. L'enjeu dans le bâtiment, c'est la performance énergétique, c'est la performance environnementale, c'est être capable de répondre aux exigences réglementaires. Et Dieu sait que les exigences réglementaires intègrent ces questions de performance environnementale. Donc c'est essentiel en fait que ces nouvelles pratiques collaboratives, numériques et collaboratives répondent avant tout à ces enjeux du bâtiment et que l'on soit capable, à travers ces nouvelles pratiques,
d'apporter des résultats et qu'on soit capable de s'engager, y compris financièrement, sur ces résultats. Parce que tout à l'heure, on disait que finalement, on est dans une phase de progrès. On s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de bâtiments ne sont pas encore au niveau, malgré la réglementation, malgré les exigences. Et donc, ces nouvelles pratiques numériques et collaboratives, elles doivent vraiment apporter cette garantie pour que les bâtiments soient au niveau demandé par les maîtres d'ouvrage. Monsieur Morisetti, une petite conclusion, Oui, et peut-être sur une question avant. Très rapidement. Aujourd'hui, Oui, vous travaillez en BIM à l'agence Oui. systématiquement, Mhm. sur tous les projets. Voilà. Oui. Donc allez-y sur la conclusion. Non, je rebondis sur ce que vous avez dit sur l'outil. Et effectivement, il ne faut pas se laisser piéger par le BIM. Ça reste un outil de dessin, un outil de conception. Au-delà de ça, moi je mets toujours en parallèle l'outil BIM et la procédure BIM. La procédure BIM, c'est la centralisation de l'information, etc. On parlait de compétences, etc. communes autour d'une même plateforme. Et c'est ça pour moi qui est le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui on va tendre à effacer justement les frontières entre métiers. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans le BIM, parce que vous allez de plus en plus travailler avec des gens de tous les horizons, et on va de la même façon qu'on assemble une maquette ensemble, on va créer aussi des compétences communes au sein d'une agence commune. Alors aujourd'hui, on parle de dématérialisation des tâches. On va travailler en Amérique du Sud, on va travailler au Japon, on va tout fonctionner autour d'une seule et même maquette. Et c'est ça qui est intéressant dans le BIM, c'est que technologiquement, ça permet d'effacer et d'améliorer en fait simplement la compétence de chacun du bâtiment. Je me répète un petit peu, mais je pense que c'est ce qui est, moi, c'est ce qui est C'est plus pour vous ce qui intéressant. vous semble le plus Oui, intéressant, le plus oui, parce important. qu'un architecte peut pas tout savoir. On peut pas connaître la structure, on peut pas connaître la thermique, on peut pas connaître l'acoustique d'un bâtiment en entier. Mais en collaborant étroitement autour d'une même maquette, on réussit à partager des choses qui sont intéressantes et qui du coup améliorent indirectement la qualité environnementale. Merci messieurs, merci beaucoup pour cette première conférence du Mondial du bâtiment. Et puis je vous invite à venir demain matin à la même heure où nous aurons une autre conférence BIM.